Merci beaucoup. Et donc, merci aussi à Albert Fer qui, je suis sûre, regrette de ne pas être parmi nous en personne pour introduire, présenter le conférencier qui nous a invités aujourd'hui, M. José Alain Sahel. Et donc, je vais passer la parole à Albert qui va faire une petite introduction sur notre invité. Merci. Merci Anne-Marie. Bonjour à tous, à toutes et à tous. Nous avons le grand plaisir et le grand honneur de recevoir ce soir le professeur Sahel, professeur à l'université de Pittsburgh et grand nom des sciences de la vision. Moi, je suis Albert Fer, physicien et collègue de Sahel à l'Académie des sciences, et je vais le présenter à distance depuis ma maison de Banyuls, où je suis bloqué après un accident de vélo. José Alain Sahel dirige aujourd'hui le Vision Institute du Medical Center de l'Université de Pittsburgh, où il est professeur. Il a été directeur de l'Institut de la Vision à Paris et professeur à l'Université Pierre et Marie Curie. Le professeur Sahel est un pionnier des thérapies pour la restauration visuelle après dégénérescence rétinienne, rétine artificielle, thérapie génique, prothèse visuelle stimulant des circuits encore connectés. Il est au premier plan mondial dans ce type de recherche. Il a créé aussi plusieurs start-up pour développer les traitements innovants issus de ses travaux. Bon, il vous présentera ses recherches fascinantes dans ce domaine. Je lui laisse la parole. Merci. Merci beaucoup Albert, je ne peux pas te regarder, sinon je ne peux pas regarder la salle en même temps. Merci beaucoup pour cette invitation qui me donne l'occasion de partager de longues années de travaux qui sont encore inachevés, ce qui est le propre de la recherche, pour essayer de restaurer une sensation visuelle chez des patients qui l'ont perdue. La focalisation sera sur des maladies de la rétine, essentiellement des maladies génétiques. Donc quand on regarde le fonctionnement du système visuel, il faut se rappeler que l'œil c'est une fenêtre sur le cerveau et que la lumière est donc absorbée au fond de l'œil dans ce qu'on appelle la rétine, avec des cellules qui captent la lumière qu'on appelle les photorécepteurs, et un traitement extrêmement complexe de l'information, mais qui commence dans la rétine, qui fait partie du cerveau. Le vrai siège de la vision, c'est en réalité le cerveau. On va commencer par ça, parce que je crois que c'est important. Quand on essaie de restaurer la vision, il faut se rappeler que même si une partie est perdue, il reste toujours cette possibilité d'aller jusqu'au cerveau. Je n'aurai pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais on a pas mal de travaux aujourd'hui qui vont directement sur le cerveau pour les personnes qui ont perdu complètement la possibilité de refaire travailler les yeux. Alors, la rétine, c'est donc ce tissu qui tapisse le fond de l'œil. Donc la lumière traverse à travers la pupille, la cornée et la pupille. Donc la cornée et le cristallin. Le cristallin, c'est là qu'il y a la cataracte, dont on ne va pas parler aujourd'hui. Et se focalise sur l'ensemble de la rétine, avec une particularité des primates, et en particulier de l'espèce humaine, qui est une zone centrale de la rétine qu'on appelle la macula, qui est toute petite, qui fait 300 microns d'épaisseur et 300 microns de diamètre, donc c'est infime, et c'est ça qui nous permet de lire, de voir tous les détails, et on va y revenir. Ce qui est important aussi, c'est que la lumière, ça n'est qu'une toute petite partie du spectre des radiations électromagnétiques, et donc j'aime bien citer Borges en disant que si on n'avait pas ces instruments ténus et fragiles que sont les yeux, on ne saurait pas ce qu'est l'obscurité, on ne saurait pas non plus ce qu'est la lumière, parce qu'en réalité, il y a énormément d'ondes que nous ne percevons pas, qui sont beaucoup plus nombreuses, en réalité infiniment plus nombreuses que la lumière elle-même, et c'est parce qu'on a cette capacité d'absorber la lumière, de capter la lumière et de transformer la lumière en un signal électrique qu'on est capable de voir. Et donc le système est formé de façon à amplifier et à détecter la lumière, et ça commence donc au niveau de ce qu'on appelle les photorécepteurs, c'est donc ces cellules qui sont dans la profondeur de la rétine, et qui représente une mosaïque de plusieurs dizaines de millions, à peu près 140 millions de cellules, qui sont capables d'absorber la lumière dans des longueurs d'onde très spécifiques. Certaines qu'on appelle les bâtonnets nous permettent de voir la nuit, et en théorie on est capable de détecter un seul photon, c'est-à-dire la quantité minimale d'énergie. En réalité il en faut un peu plus pour vraiment déclencher une stimulation lumineuse, mais un photon, enfin, le seuil ça serait de voir une extrémité de cigarette à 10 km par une nuit bien noire. Donc une capacité extrêmement forte du système visuel de détecter la lumière, mais il y a aussi... Attendez-moi, oui. je ne vous entends pas bien. Au fond, d'accord, je vais essayer de À ce moment-là, vous le prenez à la Je main. prends. Albert entendra moins bien. Bon, si tu nous entends, Albert? Ah, Oui.
C'est mieux? D'accord, désolé. Donc je disais que la lumière est absorbée au niveau de ces cellules qu'on appelle les photorécepteurs, qui vont répondre à de très faibles intensités lumineuses, mais aussi par d'autres cellules qui sont ce qu'on appelle les cellules à cône, qui elles sont capables de détecter la couleur. Donc il y a trois couleurs élémentaires et qui sont capables de nous permettre de voir avec beaucoup de détails. Ce qui est intéressant, c'est que les cellules les plus précises sont les moins nombreuses. Les photorécepteurs qui permettent de voir la nuit, c'est plus de 130 millions de cellules, alors que les cônes ne représentent que 5 millions de cellules, et ce sont les cellules les plus importantes aujourd'hui en particulier, où on a besoin d'une forte résolution de vision. Les deux systèmes se superposent. Certains permettent de voir la nuit, c'est ce qu'on appelle la vision scotopique. D'autres permettent de voir le jour, ce qu'on appelle la vision photopique, et ça se superpose. Par exemple, le clair de lune est situé entre les deux. Alors, la capacité de réagir à des domaines de la lumière est énorme, puisqu'on fonctionne sur, pour ceux qui connaissent un peu les unités, 11 logarithmes. C'est-à-dire que c'est vraiment énorme entre très très peu de lumière et en théorie la capacité de regarder le soleil, mais effectivement il ne faut pas regarder le soleil puisque ça brûle la rétine. Et les peintres ont essayé de représenter ça. Si on prend par exemple Rembrandt, donc les clairs-obscurs qui sont fameux, donc là c'est le philosophe de Rembrandt, c'est impossible de représenter ça en graphique. Donc ils avaient un domaine d'à peu près de 1 à 1000, mais ils ont réussi, en trichant sur les contrastes, à donner cette impression de capacité de fonctionner en très forte lumière ou en très faible lumière. Alors pourquoi c'est important? C'est parce qu'on a un système qui est complètement adaptatif et qui est capable de fonctionner dans toutes les circonstances de la vie, et théoriquement à tous les âges. Et Merleau-Ponty disait que l'œil c'est un computer du monde. Il a dit ça dans les années 50, alors qu'il ne parlait pas beaucoup de computers à l'époque, et ces computers ont le don du visible, donc ils vont détecter la lumière et ensuite fonctionner en contraste. Tout va être un système de contraste, il n'y a pas d'image absolue, il y a seulement des comparaisons d'images entre ce qui est un bord, et tout va fonctionner sur la détection des bords et des zones de démarcation. Et donc il y a un contraste spatial, mais il y a aussi un contraste temporel, c'est-à-dire le mouvement, la direction, et tout ça est traité au niveau de la rétine, et l'information qui va quitter la rétine pour aller vers le cerveau contient déjà énormément d'informations. Donc quand on perd la fonction rétinienne, c'est pas simplement la capacité d'absorber la lumière, c'est perdre aussi tout le système de traitement d'information qui fonctionne à partir de la rétine et qui va continuer jusqu'au cerveau. Donc si on regarde par exemple le traitement, il commence par une capacité de répondre en fonction de l'intensité lumineuse, et ensuite, avec une périodicité et un codage extrêmement précis, sur ce réseau de quelques neurones, c'est à peu près 5 neurones par système, on va avoir un traitement complexe. Et le système visuel est aujourd'hui le mieux compris de tous les systèmes du système nerveux central. La vision occupe à peu près 60% de la fonction du cerveau. Et en particulier au niveau de la rétine, on a aujourd'hui des outils extrêmement performants pour décoder le signal, cellule par cellule, par réseau de cellules, avec des méthodes optiques, des méthodes électroniques qui nous permettent de modéliser. Et aujourd'hui, ça se conçoit uniquement avec une approche qu'on appelle computationnelle. Et donc, par exemple, dans le laboratoire, on a quelqu'un qui a été formé pas très loin de là où Albert travaille, à l'école polytechnique, et qui a été formé sur ce traitement d'information et sur la modélisation, avec des approches où on va enregistrer, prédire, comparer. Alors, on verra pourquoi c'est important, c'est qu'on ne peut imaginer de restaurer la fonction visuelle que si on comprend comment nous voyons. Et donc, si on regarde maintenant la rétine, ça ne va pas être simplement une mosaïque de cellules, on va en fait avoir une série d'unités élémentaires, des millions d'unités élémentaires, qui traitent localement l'information par zone, en traitant les contrastes, les formes, etc., et qui vont envoyer toutes ces informations. Et un des chercheurs de l'Institut de la Vision, en utilisant une technique de coloration des différents neurones, a été capable de montrer la connectique dans la rétine puis dans le cerveau. Donc là, ça va peut-être commencer à fonctionner, voilà. Et on voit l'ensemble des connexions cellule par cellule et l'ensemble des réseaux. Donc au-delà du fait qu'on a des centaines de millions de cellules, on a des milliards de connexions qui vont traiter cette information. Et quand on voit ça, même si on voit les modèles les plus élémentaires de la vision, celui-là est montré juste pour montrer la complexité, il a 30 ans, c'est un des modèles qui est utilisé aujourd'hui dans tout ce qu'on appelle les neurosciences computationnelles, et ça a été l'origine de certaines des théories de l'intelligence artificielle à partir du fonctionnement du système visuel, donc le traitement élémentaire dans la rétine avec les premiers neurones, puis les traitements extrêmement complexes jusqu'au cerveau. On se dit qu'il n'est même pas envisageable de reconstituer quoi que ce soit de cela, c'est tellement compliqué que si c'est détruit, on ne voit pas comment ça pourrait fonctionner. Pour ajouter à la complexité, le traitement de l'information ne se fait pas seulement sur la surface de la rétine, il y a aussi un empilement d'images
Et chacune des images que nous voyons, en réalité, ça correspond à un empilement d'au moins une douzaine de types d'images différentes, chacune analysant une partie de l'image, les formes, le contraste, la couleur. Et ce que nous croyons voir à chaque instant, c'est en réalité le résultat de l'intégration de l'ensemble de ces informations vers le système visuel. Alors ça, c'est un aspect, on va dire, passif de la vision, l'image qui rentre dans nos yeux, qui va stimuler des systèmes et qui va se projeter jusqu'au cerveau. Donc parfois, certains comparent ça, comparent cela à un appareil photographique sophistiqué ou à des caméras. Mais il y a beaucoup plus que ça, c'est qu'on ne voit que ce qu'on veut voir. Et pourquoi est-ce que c'est le cas? C'est parce que la rétine ne fonctionne pas de la même façon selon les zones. Je vous ai parlé de la macula, la zone centrale de la rétine, qui a donc cette très haute résolution. Ici, c'est une projection de la capacité de lire des lettres en fonction qu'on est tout à fait au centre de l'œil ou qu'on s'éloigne du centre. Et quand on s'éloigne beaucoup, on ne peut même plus lire de lettres du tout. Et par exemple, Renoir, dans le portrait de Madame Henriot, a très bien représenté ça. Le visage de Madame Henriot est assez précis. Le reste du corps est flou. Et si l'œil était totalement fixe, c'est ce qu'il y aurait tout le temps. C'est-à-dire que le centre serait très précis et tout le reste serait flou. Mais en réalité, on dirige notre regard en permanence vers l'objet d'intérêt, ou le sujet d'intérêt, et c'est pour ça qu'on a l'impression que tout est net. On ne se rend pas compte que l'image est floue, parce qu'en permanence, on va balayer l'information pour attirer l'attention. Et donc, il y a un aspect de stratégie, ce qu'on appelle l'attention visuelle, qui est donc là une activité motrice, et donc il n'y a pas seulement une vision passive avec la réception d'informations, mais il y a une vision active où on décide de l'endroit où on va concentrer notre attention. On peut imaginer que c'est une façon écologique de traiter l'information. Si tout était traité avec la même résolution, la capacité de traitement d'information du cerveau devrait être encore plus importante qu'elle n'est. Elle est déjà immense, mais ça serait peut-être au-delà des capacités de ce qui pourrait être traité. Et ça, c'est une approche assez finaliste des choses. Et si on regarde par exemple notre façon d'analyser notre environnement, on a différentes façons d'analyser l'environnement. On a ce qu'on appelle l'approche top-down, depuis le sommet jusqu'à la base. C'est ce qui se fait quand on regarde un visage. Quand on regarde un visage, en général, l'exception étant certaines maladies psychiatriques ou neurologiques, on commence par regarder les yeux, puis on regarde la bouche, et on va explorer le visage de cette façon-là. Et on a beaucoup de méthodes aujourd'hui qui nous permettent d'analyser exactement ce que nous appelons les stratégies du regard. Par contre, quand nous analysons un paysage, parce que nous ne savons pas dans le paysage ce qui est important et ce qui n'est pas important, il y a une approche complètement systématique qui s'appelle bottom-up. Et donc, par exemple, c'est une image assez connue, quand on regarde une forêt, tous les éléments, jusqu'au moment où il y aura éventuellement un élément d'intérêt. Et ça nous permet éventuellement de savoir ce qui nous intéresse chacun les uns les autres. Qu'est-ce que nous regardons? Ça indique notre centre d'intérêt. Donc quand on regarde par exemple un tableau de peinture, la façon d'explorer le tableau de peinture ou une image va donner une idée de la stratégie du regard et de ce qui intéresse les individus. Et donc, c'est pas l'objet de cette conférence aujourd'hui, c'est une autre conférence que je donne souvent, c'est que la plupart des tableaux sont centrés sur la direction du regard. Il y a énormément de tableaux, en fait, on va se concentrer sur le regard, et c'est ce que veut le peintre, il veut nous diriger quelque part. Ça avait été très bien dit par Henri David Thoreau, qui disait qu'il n'y a pas d'objet qui ne soit vu s'il ne rentre pas dans notre volonté de voir. En réalité, on ne voit que ce qu'on veut voir, et on ne voit pas ce qu'on ne veut pas voir. Et ça, c'est un sujet assez important, parce que ça focalise sur l'attention, mais ça focalise aussi sur l'indifférence. Et c'est pas une conférence sur la peinture, mais je veux juste attirer votre attention, par exemple, sur ce tableau que beaucoup, je pense, connaissent. Quand on regarde ce tableau, si on ne connaît pas le titre du tableau, il y a un élément essentiel qu'on ne voit pas dans ce tableau. Vous voyez un bateau, vous voyez quelqu'un qui est en train de labourer, vous voyez le ciel, la mer, etc. Mais quand vous apprenez le titre du tableau, qui s'appelle, c'est un tableau de Bruegel l'Ancien, donc le paysage avec la chute d'Icare, on commence à regarder ce petit personnage qui est en train de se noyer dans un coin du tableau. Et la façon d'explorer le tableau, si on analysait les stratégies du regard, changerait complètement une fois qu'on sait ce qu'on est en train de regarder. Et ce tableau représente parfaitement l'indifférence du monde qui continue à avancer, pendant que quelqu'un qui a essayé de dépasser le statut d'humain s'est brûlé les ailes, est tombé. Et donc la vraie direction du tableau, c'est entre le soleil là-haut et celui qui se noie parce qu'il a essayé d'atteindre le soleil. Et c'est ni le bateau, ni le laboureur, ni rien d'autre. Mais ça, on ne le sait que si on a décidé de le voir. Et donc, c'est bon, ça. Il y a plein de textes sur ce tableau de plusieurs poètes américains, mais aussi Michel Butor, par exemple, dans Les mots dans la peinture. Je ne vais pas vous le lire, mais pour expliquer que c'est parce qu'on a appris à regarder qu'on va voir ce tableau d'une façon complètement différente. Bon, c'est le cas aussi, je ne vais pas insister là-dessus, par exemple, sur le fameux pan de mur jaune chez Proust, qui est vraiment un détail du tableau complètement, mais qui est devenu la partie la plus célèbre de la vue de Delphes, parce qu'il a écrit dessus, et parce que Vaudoyer à l'époque avait insisté. Donc il y a quelque chose dans la vision qui relève de la volonté. Et nous, quand on veut traiter nos patients, ça ne va pas être seulement essayer de restaurer une sensation visuelle, mais c'est aussi restaurer la volonté et la façon de voir.
et qui n'est pas toujours celle qui est précédée l'apparition de la maladie. Donc, dans les maladies qui vont justement toucher la rétine, je vais me focaliser sur des maladies qui touchent les photorécepteurs, donc ces cellules qui sont dans la profondeur de la rétine, qui détectent la lumière et qui nous permettent de voir la nuit et voir le jour et voir les détails. Il y a deux grands groupes de maladies, il y en a beaucoup d'autres. Une qu'on appelle la dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui est aujourd'hui la première cause de malvoyance et de cécité dans le monde entier et dans notre pays. Et une autre qui est un groupe de maladies génétiques, en particulier ce qu'on appelle la rétinopathie pigmentaire, qui est un groupe de maladies génétiques au cours desquelles les photorécepteurs vont dégénérer pour des raisons liées à des mutations sur des gènes particuliers. Alors, j'ai travaillé sur ces deux groupes de maladies, et beaucoup d'autres gens ont travaillé sur ces deux groupes de maladies. Je vais me focaliser sur les maladies génétiques qui, quand j'étais jeune interne en ophtalmologie et même jeune chef de clinique ou autre, n'avaient aucun traitement. Et à l'époque, on ne comprenait même pas ce qui se passait. C'était vraiment une situation à part dire aux patients qu'on ne pouvait rien faire. C'était à peu près tout ce qu'on pouvait faire. Et donc ces maladies ont des manifestations qui sont assez différentes. Dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge, c'est le centre de la rétine qui est touché, la macula, et donc les gens ne sont plus capables de lire, ne sont plus capables de reconnaître les visages, sont capables par contre de se déplacer, ils ont une vision périphérique, et souvent leur entourage ne comprend pas, parce qu'ils disent mais finalement tu arrives à te déplacer, tu arrives à tout faire, pourquoi est-ce que tu as besoin d'aide pour lire, etc. Parce que le reste de la vision reste intact dans la majorité des cas. Dans les rétinopathies pigmentaires, c'est l'inverse qui se produit, ça commence à la périphérie, ça commence par la vision de nuit, et progressivement c'est la vision centrale qui va être touchée. Donc il y a une trentaine, même une vingtaine d'années, il n'y avait à peu près aucun traitement efficace sur ces maladies, et je ne dis pas qu'aujourd'hui il y en a beaucoup, mais on a fait quelques progrès. Donc en se focalisant sur ces maladies comme les rétinopathies pigmentaires, elles se caractérisent par un rétrécissement du champ de vision, par le fait qu'il y a des dépôts dans la rétine qui sont pigmentés, dont le nom de la maladie. Et aujourd'hui, on peut analyser, grâce à des techniques qui dérivent de l'astronomie, cellule par cellule. On peut voir en fait dans l'œil humain de façon non invasive. On a des techniques de haute résolution qui ont été au départ développées par les astronomes pour voir à très haute résolution les étoiles dans le ciel, mais que quand on les miniaturise et qu'on les adapte à l'œil, elles vont nous permettre de voir individuellement les cellules dans la rétine. Donc on peut aujourd'hui voir les photorécepteurs dans l'œil humain. Et on peut quantifier ça. Il y a aussi des techniques de poudre optique. Tout ça est bien sûr complété par une informatisation importante et un traitement de signal. Et donc là, il y a quelques photos de mes collaborateurs qui ont travaillé dessus avec moi depuis des années. Et on peut aujourd'hui avoir une vision tridimensionnelle au niveau cellulaire du tissu rétinien. Et donc on peut analyser l'évolution de la maladie avec la mosaïque de cellules. Et du coup, quand il y a des pertes cellulaires, on peut les voir beaucoup plus tôt qu'attendre que le patient ait des symptômes importants. Ça nous permet d'avoir une représentation multiparamétrique, multimodale de ce qui se passe au niveau de l'œil, et ça nous permet de suivre l'évolution de la maladie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en clinique le phénotype, la façon qu'a la maladie de se manifester. Et aujourd'hui, on est passé d'une approche, on va dire, un peu macroscopique à une approche qui est quasiment microscopique et qui va nous permettre d'être beaucoup plus précis dans l'analyse de la situation et aussi dans la prise de décision thérapeutique. C'est couplé avec la biologie, puisque ce qui s'est passé dans les 30 dernières années, avec le premier gène identifié en 89, c'est qu'on a compris les gènes qui étaient à l'origine de ces maladies, les mutations génétiques qui étaient à l'origine de ces maladies. J'aime bien citer Canguilhem qui disait que quand on passe d'une malédiction familiale, de ces familles où on ne sait pas pourquoi les gens deviennent aveugles à cause de ces maladies-là, à la compréhension qu'il s'agit en fait d'une anomalie génétique, d'une erreur de code, d'une erreur de langage, d'une faute d'orthographe dans l'ADN, on passe de la malédiction au malentendu. Une malédiction, on l'a subie, un malentendu, on peut essayer de le corriger. Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec beaucoup de groupes, avec la thérapie génique, avec beaucoup d'autres approches. Donc quelles sont justement les approches thérapeutiques qui ont été développées dans le cadre des essais cliniques au cours des années? Ces approches, elles sont fondées sur une compréhension de la biologie, mais aussi, ce que je viens de décrire, une analyse très précise de ce qui se passe chez l'homme et dans les modèles animaux. J'entendais tout à l'heure quelqu'un disait que Walter Gehring venait ici régulièrement. Walter Gehring, c'est un immense biologiste qui a beaucoup travaillé sur le développement du système visuel en particulier. Et les connaissances dans les dernières décennies sur la biologie de ce système ont permis de développer de nombreuses thérapeutiques. Donc une première approche la plus logique, c'est lorsque les cellules sont encore vivantes, mais présentent ces mutations, ce défaut génétique, cette absence de protéines efficaces, c'est de corriger l'anomalie, donc de corriger la faute d'orthographe dans l'ADN, et ça c'est la thérapie génique. Alors soit on ajoute le mot manquant, soit on corrige, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'édition du génome. Il y a eu un prix Nobel avec une Française il y a peu d'années sur la question, et c'est une thérapie qui aujourd'hui entre en clinique.
Et donc la thérapie génique, ça va consister à administrer un gène. Alors ça utilise, donc ça c'est une de mes collaboratrices, Denise Alcara, qui développe ça, mais beaucoup de gens dans le monde développent ça. On utilise en fait un virus modifié, virus qui normalement n'entraîne pas de maladie, c'est un virus qui n'est pas pathogène par lui-même, qui n'entraîne pas de maladie, et qui a été vidé de son contenu pour contenir le gène d'intérêt thérapeutique, et on place dessus aussi un système d'adressage pour essayer de faire en sorte que cette protéine arrive dans les bonnes cellules. Donc on va l'utiliser pour cibler par exemple les photorécepteurs ou alors les cellules les plus internes de la rétine. Mais on peut cibler aujourd'hui, il y a énormément d'approches que je n'aurai pas le temps de décrire et puis ce sera déjà difficile de ne pas vous endormir, donc je vais vous éviter ça. C'est une approche qui permet d'être très sélectif et de pouvoir aller vers tel type cellulaire. Alors cette approche à laquelle peu de gens croyaient quand elle a été conçue dans les années 60, 50 et 60, a eu des grosses difficultés avec des accidents dramatiques à un moment donné, en particulier pour des maladies du foie. Un des tout premiers succès, ça a été un succès dans une maladie de la rétine, qui est une maladie de l'enfant, qu'on appelle l'amorose congénitale de Leber. Donc amorose, c'est la perte de vue, c'est un mot qui vient du latin, avec donc congénitale, parce que ce sont des enfants qui sont affectés dès la naissance. Il y a de très nombreux gènes qui causent cette maladie, et parmi ceux-là, donc il y en a un tout particulier. Alors Leber, c'est le nom de l'ophtalmologiste allemand qui a décrit cette maladie. Il était tellement doué qu'il a décrit 4 maladies différentes, ce qui crée beaucoup de complications pour nous, parce que c'est le même nom pour 4 maladies différentes. Il faut à chaque fois arriver à faire la différence quand on parle avec les patients. Beaucoup d'autres maladies ont été ciblées. Nous avons travaillé sur plusieurs essais cliniques, plusieurs premières chez l'homme, avec plusieurs approches, dont certaines ont atteint maintenant pratiquement la mise sur le marché. Donc, il y a quelques années, un groupe a travaillé sur ce gène de l'amorose de Leber, avec une administration du gène pour arriver à la rétine, et donc ça suppose une chirurgie très précise. La chance que j'ai eue dans ma carrière, c'est moi-même d'avoir été chirurgien, mais d'avoir travaillé aussi avec des chirurgiens et d'arriver à développer une approche chirurgicale très précise. Ici, par exemple, avant l'opération, en utilisant toute l'imagerie que je vous ai montrée, en analysant la fonction, on arrive à décider précisément, et là ce que je vous montre, qui a l'air très grand sur la diapositive, ça correspond à même pas 1 mm sur 1 mm dans la réalité, et on décide de la zone précise de la rétine qui va être traitée. Donc là c'est par exemple Pierre-Olivier Barral et Sarah Cher dans mon service des 15-20 qui étaient impliqués dans cette chirurgie. Je vais vous montrer par exemple deux petites filles, enfin une seule d'entre elles, une des 2 sœurs, qui étaient des patientes à moi, qui ont été les premières en Europe à bénéficier de cette thérapie génique. Et ici, vous allez voir si le film marche. Voilà, la petite fille dans une plateforme qu'on utilise pour tester la mobilité avant le traitement. Donc je la suivais déjà depuis plusieurs années, cette petite. Et elle est pratiquement incapable, dans des conditions de pénombre, de se déplacer. Donc là, elle longe le mur, mais quand il va falloir qu'elle suive des éléments sur le sol, elle ne va pas être capable de les voir, donc elle va se tromper de façon répétée. Et on a laissé en temps réel pour ne pas... pour montrer vraiment ce qu'elle est capable de faire ou pas. Et comme vous le voyez, c'est une petite qui dans sa vie était extrêmement handicapée, devait bénéficier de beaucoup d'assistance. Et elle avait malheureusement une sœur aussi affectée. Parfois c'est une famille entière qui est affectée avec ce type de maladie. Donc quand la thérapie est devenue disponible, j'ai tout de suite appelé la maman en fait, pour lui proposer, parce que c'est petite, on attendait ça, de la traiter. Et donc elle a été injectée, et ça c'est après le traitement. Et ça, j'en ai une trentaine de films comme ça. Donc c'est quelque chose qui évidemment nous motivait énormément, c'est de transformer un peu la vie de ces enfants. Par exemple, cette petite faisait de l'équitation et les parents disaient les chevaux ils volent. C'est plus la même chose du tout par rapport à avant et maintenant. Donc quelque chose qui est extrêmement important. Donc ça c'est la correction génique. Et quand le premier traitement a été approuvé aux États-Unis en 2017 et en Europe en 2018, on pensait que ça allait maintenant être multiplié, parce qu'il y avait énormément d'essais. Il s'avère que c'est beaucoup plus compliqué que ça, je n'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui, et il y a beaucoup de choses qui sont liées au stade de l'évolution de la maladie, à la capacité de corriger parfaitement, mais ça reste un élément très important dans les approches thérapeutiques, et nous on a toute une série d'essais par rapport à ces approches thérapeutiques. Donc là, je vais laisser la suite avec qu'on a vu. Il y a une autre approche qui est d'intervenir quand les cellules ont déjà dégénéré, mais que les cellules centrales, les cônes, sont encore présentes. Et c'est là-dessus qu'en fait, j'ai travaillé principalement depuis une trentaine d'années, et on vient seulement après 30 ans d'entrer en clinique avec cette approche, qui consiste à, cette fois-ci en se disant, aujourd'hui il y a au moins 70 gènes différents et des centaines de mutations différentes, et il y a des stades de la maladie qui font qu'il n'est plus possible de traiter. Par contre, il y a un tronc commun dans l'évolution de la maladie. Les malades viennent nous voir en nous disant « J'ai perdu ma vision périphérique, j'ai encore ma vision centrale, je
je voudrais garder ma vision centrale parce qu'avec ça, je peux faire énormément de choses. Comment garder cette vision centrale? Donc on a passé pas mal d'années à essayer de comprendre. À partir de l'analyse des modèles animaux, on a compris qu'il y avait une première vague de perte de cellules, puis un remodelage du reste de la rétine, et que phase par phase, le reste de la rétine dégénérait. Il y avait donc un stade où on peut encore intervenir avant que tout n'ait dégénéré, et c'est l'approche qu'on a développée avec mes collaborateurs, qui est d'essayer de bloquer la maladie à un certain stade. Non pas de guérir la maladie comme vous l'avez vu avec ces petites filles, parce que ça n'est pas toujours possible, c'est l'idéal, mais à un stade où il y a encore une certaine vision résiduelle. Et on a identifié, donc ça a mis une dizaine d'années, en fait une protéine qui permet de maintenir les cellules de la centrale, et qui donc sont des protéines qui sont faites par les cellules qui permettent de voir la nuit et qui protègent les cellules qui permettent de voir le jour. Il y a un dialogue, on a appelé ça altruisme dans la rétine, donc les cellules se parlent entre elles pour se maintenir entre elles. Et donc ce qu'on a montré, c'est qu'on pouvait en fait traiter, que si les premières cellules dégénéraient, les deuxièmes étaient prévues de ce soutien, et donc l'idée c'était de trouver le signal et de restaurer ce signal. Et donc avec un de mes collaborateurs, Thierry Léveillard, qui malheureusement a disparu il y a 3 mois, on a travaillé pendant 25 ans pour analyser ce signal, et on a découvert effectivement la protéine, puis les récepteurs, puis toute la signalisation. Ça a été publié donc, il y a quelques années dans Cell, ça a été commenté dans Nature, et je résume le schéma qui avait été fait par des collaborateurs, c'est que quand tout va bien dans la rétine, il y a un échange entre les cellules, elles se parlent, elles se soutiennent mutuellement. Quand les premières dégénèrent, les deuxièmes sont privées de ce soutien, et donc elles disparaissent aussi. Et donc l'idée c'est de restaurer le signal que les premières cellules produisaient pour permettre aux cellules qui restent de continuer à vivre. Et donc on a montré sur plusieurs modèles animaux que ça permettait de maintenir les cellules en vie, ça permettait de restaurer une certaine fonction, et aujourd'hui on a commencé un essai clinique après toutes ces années, qui y a eu maintenant, les premiers patients ont été traités à Paris au mois d'avril, on en est à 4 patients traités, donc il faudra un certain temps pour savoir si ça marche vraiment, mais l'essai est en cours à la fois en France et aux États-Unis. Au-delà de ce stade, il y a un stade où les malades ne voient plus rien, c'est-à-dire qu'on est trop tard, on est dans une évolution où les malades n'ont plus de vision du tout, et comment faire pour leur restaurer la vision. Alors une approche que je n'ai pas gardée pour la présentation d'aujourd'hui, sur laquelle on a aussi travaillé à l'Institut de la Vision, qui sont les cellules souches, je peux en parler s'il y a des questions, mais on a utilisé 2 autres approches, une qui a un nom un peu ésotérique qu'on appelle optogénétique, et l'autre qui sont les prothèses visuelles, ce qu'on appelle plus vulgairement la rétine artificielle. Alors qu'est-ce que l'optogénétique? C'est une des illustrations du fait que la science ne peut pas être planifiée d'avance. On a souvent des discours politiques qui nous expliquent qu'il faut savoir à l'avance à quoi va servir la science, qu'il faut avoir des plans prospectifs. Là, cette découverte, elle a été faite par des scientifiques qui travaillaient sur des algues et qui essaient de comprendre comment les algues se répondent à la lumière. Il y a aussi certains organismes très élémentaires ont des façons de se déplacer ou de s'éloigner de la lumière, et ont découvert que c'est parce que ces organismes avaient fabriqué une protéine, une famille de protéines, qui absorbe la lumière et répond à la lumière en générant du courant électrique, ce qui entraîne un cil, l'activation d'un cil et un mouvement. Et ça veut dire qu'une seule cellule, avec une seule protéine, un seul type de protéine est capable de faire ce que font des centaines de protéines dans la rétine humaine. Donc on est capable, avec une seule protéine, de récapituler ce qui se fait par une centaine au moins dans la rétine humaine. Or, ces 100 protéines de la rétine humaine, ce sont celles qui sont mutées dans la rétinopathie pigmentaire. Donc on a eu l'idée d'utiliser ces protéines venant des algues pour les mettre dans la rétine restante chez des gens qui avaient perdu les protéines fonctionnelles et voir si on était capable de restaurer une réponse à la lumière. Donc c'était un petit peu bizarre, et d'ailleurs beaucoup de gens ont beaucoup rigolé quand on est venu avec cette idée, mais il s'avère que cet outil, qui est d'ailleurs utilisé par de très nombreux groupes en neurosciences, a un potentiel très important en neurosciences aussi, mais en particulier pour la vision. Donc on a commencé dans un premier temps en se disant que les cellules à cône, les cellules qui permettent de voir la nuit, ont perdu la capacité d'absorber la lumière à un moment donné, mais ces cellules sont encore là, elles sont encore connectées, peut-être qu'on peut les réactiver en exprimant ces protéines. Donc c'est ce qu'on a fait avec mon collègue Boton Rosca à Bâle. On vient d'avoir un prix ensemble de la société Max Planck pour ça, et c'était d'exprimer ces protéines. Et donc c'est Boton qui avait commencé chez la souris, nous on l'a fait sur la rétine humaine, et d'exprimer ces protéines pour rendre ces cellules sensibles à la lumière. Et ce qu'on a montré, donc c'est un papier qui est sorti maintenant il y a 13 ans, ça fait longtemps, on a montré que les animaux étaient capables de récupérer une fonction visuelle, et on a même montré qu'on pouvait enregistrer toute la circuiterie de la rétine.
Alors on pensait à ce moment-là, donc c'était il y a une douzaine d'années, que ça pouvait être appliqué directement chez l'homme. Il y a eu beaucoup de difficultés par rapport à ça qui sont très techniques, et on s'est aperçu qu'il valait mieux aller sur un autre type de cellules, qui sont les cellules qui vont former le nerf optique, qui normalement ne répondent pas directement à la lumière, donc de transformer en photorécepteurs des cellules qui normalement ne sont pas des photorécepteurs. Alors c'est ce qu'on a fait. L'avantage, c'est que ces cellules, et ça c'est une imagerie comme je vous l'ai montré tout à l'heure, qui montre que ces cellules restent vivantes même à des stades très avancés de la maladie, et ces cellules sont connectées au cerveau. Donc s'il est possible de rendre ces cellules sensibles à la lumière, on peut théoriquement renvoyer un signal jusqu'au cerveau. On a ensuite cherché des protéines qui répondent dans une intensité de lumière qui ne soit pas toxique, pour ne pas brûler la rétine avec ça. Et donc avec des collègues de MIT, une protéine qui a été identifiée dans le rouge et l'orange qui répond parfaitement à ça. Puis on a montré en enregistrant l'activité qu'il y a des signatures, c'est-à-dire que les formes que vous envoyez sur la rétine, chacune a une signature particulière, et ça nous a permis, en modélisant le signal avec une approche mathématique, de prédire le type d'acuité visuelle qu'on pourrait obtenir avec cette stimulation dans un monde idéal avec une rétine fixe. Ça a conduit, avec plein d'autres travaux préliminaires, à un essai clinique qui a commencé il y a quelques années à Paris, à Londres et à Pittsburgh, où on a cherché à traiter des malades complètement aveugles avec cette approche pour donc rendre sensibles à la lumière des rétines qui ne répondaient plus à la lumière. Pour ça, il a fallu aussi mettre au point des lunettes qui vont envoyer l'information. Donc on a mis au point ces lunettes qui ont une caméra laquelle absorbe l'information lumineuse. Et à l'arrière de la lunette, il y a un projecteur, comme le projecteur qu'on utilise pour ces diapositives, évidemment miniaturisé, qui envoie l'information sur la rétine pour la stimuler. Ces caméras, elles sont très particulières. Elles sont ce qu'on appelle neuromorphiques, c'est-à-dire qu'elles répondent point par point, pixel par pixel, à tout changement d'intensité lumineuse. Et elles peuvent fonctionner à de très faibles niveaux de lumière, comme à de très forts niveaux de lumière. Par contre, si on ne bouge pas, si l'image est complètement fixe, si vous dormez par exemple, il n'y a pas d'image du tout, et à ce moment-là, il n'y a pas besoin de traiter l'information. Par exemple, là, donc ça c'est une autre société qu'on a créée, qui s'est utilisée pour la vision automatique. S'il arrête de bouger, il n'y a plus d'image. Donc on a traité les premiers patients avec une étude d'escalade de dose. D'ailleurs, je ne crois pas qu'on aura le son, je ne sais pas si on aura le son, mais là je vous montrais le premier patient au monde. Eu le système sur les yeux et la première fois que ça a fonctionné, et quand je dis la première fois, ça a fonctionné dès la première fois. C'est assez impressionnant. À un moment, j'ai souvenir, dans une des expériences qu'on a pu faire, où je me suis retrouvé dans la rue à chercher les passages protégés. Et il s'avère quand même que j'ai trouvé les passages protégés alors que j'avais le device sur les yeux, et que je ne l'ai pas retrouvé quand on a refait l'essai juste après sans les lunettes. C'est assez impressionnant parce que ça a excité quelque chose dans l'œil. Je me suis dit non, je ne vois pas, c'est mon cerveau qui voit. Ça donne des images qui sont très très particulières. Quand je dis que je vois les choses scintiller, que la perception, c'est de la lumière qui vibre. Donc ce patient, qui avait 58 ans, maintenant il en a 60, il avait commencé à développer sa maladie quand il était adolescent. À l'époque, ses parents ne lui avaient pas dit en fait qu'il allait devenir aveugle, et c'est quelques années plus tard, pendant qu'il faisait ses études et qu'il se rendait compte qu'il avait des difficultés à voir autour, qu'il est allé voir un ophtalmo et que le diagnostic a été fait. C'est souvent un diagnostic qui est un peu difficile à faire, et quand il a dit à ses parents, ils ont dit oui on le savait, mais on ne voulait pas te s'appeler le moral, pour dire les choses de façon simple. Et il a pu travailler jusqu'à la quarantaine, où un jour il est tombé sur les rails du métro, puisqu'il ne voyait pas assez, et du coup il a arrêté de travailler, et il est devenu complètement aveugle. Donc quand on l'a traité, il était complètement aveugle depuis 18 ans, il ne voyait plus rien du tout. Donc là, la vision qu'il a récupérée, c'est donc, pour ce qu'il a décrit, des passages protégés, mais aussi la capacité de voir des objets, de compter des objets, et c'est le premier malade au monde en fait, qui a bénéficié de l'optogénétique. Et donc ça nous a amené on l'a publié dans Nature Medicine à ce moment-là, et surtout on a vérifié que ce que le patient décrivait correspondait à ce que le cerveau pouvait percevoir, donc en enregistrant l'activité du cerveau avec un système d'électroencéphalographie à haute résolution, et donc de démontrer, donc ce qu'on voit ici, je ne vais pas rentrer dans les détails, que c'est exactement le type de signaux qu'on a pour une vision réelle. Alors on nous a dit, bon, mais c'est un seul malade, et entre-temps, bon, avec Covid, les choses étaient rendues très difficiles pour les essais cliniques, mais d'autres patients ont été traités, et je vous montre par exemple une autre patiente, je vais vous en montrer beaucoup, où là c'est un autre exercice qui peut être demandé, oui, c'est pendant Covid avec le masque, et là on lui demande de compter combien il y a de stylos sur la table, donc elle est capable de les compter. On lui demande ensuite où est le bord de la table, elle va le voir aussi.
C'est une patiente qui est devenue aujourd'hui très très expérimentale, c'est une des meilleures d'ailleurs dans cet essai. Et là on lui demandera d'attraper le stylo. Voilà. Donc elle le fait très bien, cette patiente était totalement aveugle avant l'expérimentation, donc c'est pas encore une vision normale, mais c'est quelque chose qui est déjà très prometteur. Donc on continue, on est aujourd'hui en train d'essayer d'optimiser. Il y a maintenant pas mal de compétitions, puisque au début personne n'y croyait, mais maintenant il y a beaucoup de monde qui commence à y croire, mais ça veut dire qu'il y a un espoir pour certains patients complètement aveugles de récupérer des sensations. Je vais passer aux prothèses visuelles pour terminer. Donc les prothèses visuelles, c'est une approche où on va utiliser une puce électronique qui va répondre, qui va être connectée à une caméra et qui va stimuler la rétine. Les premières prothèses sur lesquelles j'avais travaillé, c'était en collaboration avec un collègue de Californie qui avait mis au point ce système pour stimuler les cellules du nerf optique. C'est les mêmes cellules que celles dont on vient de parler, ganglionnaires. Et donc on avait traité un premier groupe de malades. Mais on se rendait bien compte que ce serait mieux d'arriver à traiter sous la rétine et surtout qu'il fallait éliminer les fils, les câblages, parce que ça rend la chirurgie compliquée et pas toujours très sûre. Aujourd'hui, les prothèses visuelles peuvent stimuler différentes parties du système visuel. Directement la rétine, en dessous ou au-dessus, au niveau du nerf optique, au niveau central du cerveau ou directement sur le cerveau. Donc nous, on travaille sur la partie rétinienne et sur la partie cérébrale. Je vous montre par exemple un des premiers malades qu'on avait traité avec ce type de prothèse, qui, après rééducation, me paraît complètement aveugle au départ. Son verre. Son verre de vin. Voilà, donc ce patient était capable de voir, mais en fait c'était le meilleur de tout. Et là on voit comment il voit, on voit comment les électrodes s'activent en fait sur la rétine, les unes après les autres. Le problème c'est qu'il y avait 60 électrodes et que la résolution par rapport aux dizaines de millions de photorécepteurs était faible. Donc on a essayé de travailler sur une technologie où on puisse améliorer la résolution, le nombre de pixels. On a modélisé ça et en collaboration avec Daniel Palanker à Stanford, mettre au point une autre prothèse qui est cette fois-ci sans fil, une prothèse qui utilise un système de photodiode, donc sans fil, qui est implantée donc, dans la rétine, sous la rétine, à la place des photorécepteurs, et qui va pouvoir être activée par une caméra, donc il y a un système de projection, un peu comme ce que je vous ai montré avec l'optogénétique, pour essayer donc de restaurer une certaine, donc ça c'est une simulation bien sûr, hein. Donc je peux l'avancer un petit peu d'ailleurs, donc la prothèse va être implantée sous la rétine, donc c'est une chirurgie, alors on a traité les premiers malades ont été traités à Paris dans mon service, et donc ça c'était il y a quelques années, donc voilà le système de caméra, de projecteur, qui va stimuler avec une image qui va donc être envoyée sur ces photodiodes pour ensuite stimuler le cerveau à partir de la stimulation de la rétine. Donc on a traité un premier groupe de 5 malades avec cette technologie et on a été assez satisfait puisque la résolution théorique de ces implants, donc il y a 400 électrodes cette fois-ci au lieu de 60, qui est de 1/20, donc c'est pas une vision énorme, a été atteinte en fait, chez ces malades et aujourd'hui en trichant avec des systèmes de zoom, on arrive à une vision qui est meilleure. Il faut quand même réaliser que pour tous ces malades, donc là on voit la patiente en train de lire aussi des mots, des lettres et de mesurer son acuité visuelle. On a aussi pu montrer qu'ils pouvaient garder leur vision restante, combiner les deux visions. Et aujourd'hui il y a une étude européenne et les résultats sont attendus l'année prochaine pour savoir si éventuellement ça pourrait devenir quelque chose qui pourrait être mis sur le marché pour traiter ces malades qui ont perdu complètement leur vision centrale à cause d'une dégénérescence maculaire liée à l'âge. Voilà, donc là elle est en train de lire. Et les malades s'améliorent au cours du temps, après il y a un plateau. Très bien. Alors, cela dit, c'est un peu de science-fiction, mais ça demande beaucoup aux patients. Et il y a beaucoup d'années, quelqu'un avait commencé à travailler sur la stimulation du cerveau directement, et un des patients qui était rentré dans ses essais a écrit un livre qui s'appelle Search for Paradise, donc à la recherche du paradis, et en fait, il décrivait un enfer parce que c'était vraiment très compliqué, très difficile, et il avait eu beaucoup de difficultés. Donc il faut rester quand même très humble par rapport à ces avancées. Ça demande à des patients assez héroïques de rentrer dans des essais. Ça nous permet de repousser un peu les murs de la cécité, mais aujourd'hui on est encore loin d'une vision normale et d'une vision complètement utile dans la vie quotidienne. Mais il y a une différence importante avant et après. Et ça renvoie à ce que je vous disais au début, c'est-à-dire qu'il y a un aspect rééducation, réhabilitation, par exemple aussi bien les prothèses que l'optogénétique.
un bon tiers des succès sont liés à la rééducation, à l'implication des patients, leur volonté de voir, leur capacité d'explorer une scène visuelle. Et les meilleures performances sont pour les patients qui sont capables d'utiliser cette stratégie d'attention visuelle. Ça avait été très bien dit par Marc Ponty, encore une fois, dans son dernier livre, L'œil et l'esprit, où il rappelait que en fait, c'est une rencontre entre deux voyants et visibles, en fait, entre touchant et touché, puisque les aveugles utilisent le tact plutôt que la vision, et c'est quelque chose qu'aucun miracle ne peut vraiment reconstituer ce qu'est le miracle de la vie. Donc on est encore dans une phase où il y a énormément de développement, et par rapport à ce qu'on pouvait connaître ou ne pas connaître il y a une vingtaine d'années, il y a eu énormément de progrès qui ont été faits, j'en ai montré seulement certains, et beaucoup d'autres groupes en ont réalisé d'autres. Donc on est au début, et donc c'est un peu, j'aime bien citer Winston Churchill là-dessus, c'est pas la fin, c'est même pas le commencement de la fin, c'est peut-être la fin des débuts. C'est-à-dire qu'on est simplement au tout début de quelque chose, mais évidemment il y a beaucoup d'enthousiasme et il y a beaucoup de promesses. Dans mon bureau à Pittsburgh, j'ai un tableau qui m'a été offert par un collègue ophtalmologiste, un grand chirurgien de la cataract qui a dû en opérer, je crois, 100 000 dans sa vie. C'est un tableau d'un peintre assez connu de Pennsylvanie, donc c'est connu relativement, et qui représente deux aveugles qui voyaient par sa fenêtre, et ils se demandaient ce qu'ils pouvaient bien penser. Et je pense qu'il faut toujours qu'on se demande ce que peuvent bien penser nos patients. Et dans un coin du tableau, il y a une petite sphère qui est cassée en deux, qui rappelle que le monde ne sera jamais vraiment complet, donc il y aura encore des gens qui seront dans l'attente de ces thérapies. Donc je m'arrêterai là pour des questions. Je vous remercie. On va peut-être laisser l'honneur à Albert Fert s'il a une question à poser. Albert, tu es toujours parmi nous? Tu réactives ta caméra? Albert? Je vais téléphoner, quoi. Des questions? Bonsoir docteur. Je ne sais pas si ça correspond tout à fait à ce que vous avez expliqué. J'ai mon mari ici présent. Il avait des glaucomes et il a fait 2 AVC. Il a perdu la vue dans un œil et l'autre, il n'a même pu à peine un 10e. Est-ce qu'il y a des possibilités de gagner quelques dixièmes? Oui, pardon. Les approches dont j'ai parlé. Je crois qu'Albert maintenant. Albert donc les approches dont j'ai parlé fonctionnent si le nerf optique fonctionne, donc si la connexion entre l'œil et le cerveau fonctionne encore. Donc dans le glaucome, en général, le nerf optique a été endommagé par la maladie, donc en général, ces approches-là ne s'appliquent pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres approches dont je vais parler dans un instant. Et comme je vous l'ai dit, les images se forment au niveau du cerveau, donc tout dépend dans l'accident vasculaire cérébral, par exemple. Évidemment, je ne peux pas parler du cas particulier. Ça dépend de la capacité résiduelle du cerveau à être activée. Et donc, les approches qu'on essaie de développer, aujourd'hui, j'ai juste décrit certaines des stratégies. Une, c'est la régénération du nerf optique. Il y a une particularité des mammifères, c'est que les mammifères ne sont pas capables de faire repousser leur nerf optique, alors que par exemple certains poissons font entièrement repousser leur nerf optique, et d'autres espèces. Donc il y a beaucoup de recherches pour essayer de comprendre comment on pourrait utiliser cette capacité de régénération. Donc là par exemple dans mon institut à Paris, il y a plusieurs groupes, et à Pittsburgh aussi, parce que c'est vraiment une activité très importante d'essayer. Il y a dans le monde entier des gens qui travaillent là-dessus, mais c'est compliqué parce que il ne faut pas non plus que tout prolifère et qu'on ne puisse pas contrôler ce qui va se passer en termes de régénération. L'autre approche qui est de bypasser l'œil, c'est d'aller directement sur le cerveau, à condition que le cerveau fonctionne encore. Donc tout ça paraît un peu loin, mais tout ce dont je vous ai parlé aujourd'hui n'existait pas il y a 10 ans, donc ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas un jour des possibilités, mais simplement il faut résoudre ces questions qui ne sont pas encore complètement résolues. Je crois qu'Albert est revenu parmi nous. Albert ? Albert? Pas pour le moment, non. Pas de questions? Pas pour le moment. Bon. D'autres questions dans la... Voilà. Merci. Bonsoir, professeur. J'ai le petit-fils de ma meilleure amie qui est atteint de la maladie de Stargardt. Et je rêve depuis 2 ans déjà.
Et j'aurais voulu savoir s'il y avait eu des progrès, ou s'il y a un espoir en tout cas. Oui, alors la maladie de Stargardt, c'est une maladie qui touche la région centrale de la rétine, c'est une maladie génétique qui touche alors soit des jeunes enfants, mais qui peut en fait aussi toucher des adultes, même à plusieurs âges de la vie. Et c'est une maladie qui est liée à un gène qui a été découvert il y a 25 ans à peu près, en 97, qui est un gène qui est impliqué dans ce qu'on appelle le cycle d'Avitamina, le cycle de la vision, en fait, la reconstitution du pigment visuel. Et donc, pour reconstituer le pigment visuel, il y a une protéine qui est un genre de transporteur qui ne fonctionne pas dans la maladie de Stargardt. Donc, quand la maladie a été comprise à partir de la découverte du gène il y a 25 ans maintenant, de nombreux travaux se sont mis en place. Donc, certains qui visent à réduire l'accumulation, puisque c'est pas recyclé, donc éviter les dépôts dans la rétine, et d'autres pour corriger directement le gène avec de la thérapie génique. Donc, nous, on avait par exemple un essai de thérapie génique sur cette maladie-là entre Paris et Portland aux États-Unis. Simplement, malheureusement, souvent ces essais sont faits avec l'industrie et l'industrie change de stratégie plusieurs fois. Il y a aujourd'hui plusieurs essais thérapeutiques qui sont en préparation, qui sont en cours, et plusieurs essais médicamenteux. La complexité, c'est qu'il ne faut pas agir trop tard, et qu'en général, dans les essais cliniques, on ne peut pas traiter tout de suite des enfants, parce qu'on ne veut pas mettre des enfants en risque avec des approches thérapeutiques qui peuvent s'avérer dangereuses. Donc on est obligé de traiter plutôt de jeunes adultes, d'abord parce qu'ils peuvent consentir eux-mêmes à rentrer dans un essai. Il ne faut pas que des enfants reprochent à leurs parents plus tard d'avoir pris des décisions à leur place qui ont mis en danger et compromis leur avenir. Donc c'est compliqué, du coup on essaye de trouver, et c'est vraiment un tout petit groupe de patients qui sont encore assez tôt dans la maladie, mais relativement adultes pour qu'ils puissent prendre leurs décisions eux-mêmes. Et donc c'est ce groupe de patients qui rentrent dans les essais cliniques aujourd'hui. Et si ça marche sur ces patients-là, à ce moment-là, ça devrait pouvoir s'appliquer à d'autres. Donc il y a un certain espoir, mais c'est un chemin très très sinueux. Je l'ai parcouru moi-même et on voyait très bien que la fenêtre de tir était très étroite. Et ça, c'est pas toujours très attractif pour l'industrie. On peut comprendre pourquoi, parce qu'ils veulent revenir sur leur investissement et parfois c'est du long terme. D'autres questions? Bonjour professeur, bon, moi je vais résumer mon cas. J'ai fait un décollement total de rétine en 2009 sur mon œil droit. On m'a opéré, elle s'est redécollée 15 jours plus tard. Et à la suite de ça, je suis restée aveugle de cet œil. Et en 2011, j'ai fait exactement la même chose sur mon œil gauche. Donc si vous voulez, mon œil droit a redémarré au bout de 3 ans. Je suis restée aveugle 3 ans, et au bout de 3 ans, on ne sait pas pourquoi, il s'est remis en route. Par contre, mon œil gauche est toujours en panne. Et je voulais savoir s'il y avait encore quelques espoirs, c'est-à-dire maintenant, ça fait 12 ans, qu'il se remette en route. C'est difficile à dire, c'est très difficile de faire des consultations en amphithéâtre. C'est bien une consultation. C'est déjà difficile avec un seul malade à la fois, et quand il y en a beaucoup en même temps, c'est vraiment très difficile. Mais en fait, dans le décollement de rétine, les photorécepteurs, quand ils sont séparés, quand il y a un décollement, les photorécepteurs dont j'ai parlé sont plus capables d'être nourris correctement et ils finissent par dégénérer si la rétine n'est pas recollée assez tôt. Si elle est recollée, ça peut mettre du temps, ça peut mettre des mois avant que les photorécepteurs commencent à se remettre à fonctionner. 3 ans, c'est long. Il y a une possibilité, c'est que les 2 yeux sont en compétition au niveau du cerveau. Et quand un œil est très faible, c'est le meilleur œil qui prend le dessus. Et quand ça change, c'est le plus mauvais qui devient le meilleur et qui se met à prendre le dessus. Donc il y a un aspect dont je parlais tout à l'heure de rééducation, de réadaptation qui peut aider, mais c'est extrêmement difficile de donner un avis quelconque sans savoir exactement la situation. D'autres avis qui ne sont pas des consultations? Bonsoir. Pas dans le cas de l'optogénétique, mais dans le cas de votre dernier type de traitement qui consiste en une stimulation du cerveau. Quelle est la différence de la nature des images qui est transmise par cette caméra par rapport à ce que l'œil aurait reçu naturellement? Quel est l'atout de faire passer l'image par cette caméra? Alors, l'atout, c'est que, en fait, il faut pouvoir transformer l'information visuelle en un signal électrique. C'est ce que font normalement les photorécepteurs, ils transforment l'information visuelle en signal électrique, mais quand on n'a plus de photorécepteurs, il faut pouvoir reconstituer ça. Donc c'est ce que font les caméras tout le temps, hein. C'est ce qu'on appelle l'effet photoélectrique, c'est ça l'effet photoélectrique, donc c'est ce qui est généré.
Alors, quand on utilise l'optogénétique, la protéine est capable de le faire, mais il faut une intensité lumineuse, il faut surtout rentrer dans la longueur d'onde qui correspond, et c'est pour ça qu'on utilise les caméras. Mais ces caméras ont aussi l'avantage, comme je l'ai dit tout à l'heure, de fonctionner à tous les niveaux de luminosité et de fonctionner pixel par pixel. Du coup, ça nous permet de traiter l'information. Aujourd'hui, on sait tous que les caméras peuvent faire énormément de choses de plus en traitant l'information, donc on peut en profiter pour renforcer l'information. Ça peut être zoomé, ça peut être démasqué, par exemple, mais ça peut être augmenter les contrastes, etc. Et les caméras dont j'ai parlé, qu'on appelle neuromorphiques, ont l'avantage de traiter en temps réel pratiquement l'information sans avoir besoin d'un computer associé à ça, et donc de ne pas consommer beaucoup d'énergie et d'être extrêmement réactif très rapidement. Est-ce que c'est la meilleure solution? C'est pas certain, c'est pour ça qu'on pouvez vous demander pourquoi j'ai présenté tellement d'approches. On pourrait se dire pourquoi on n'en fait pas qu'une. C'est qu'il s'avère que chaque situation est différente et qu'il vaut mieux avoir, je dis toujours, quand on veut gagner la guerre, il faut avoir toutes les unités et pas une seule à la fois, parce que contre la cécité, on ne sait pas laquelle des approches va être la meilleure. Et c'est pour ça qu'on est toujours dans l'attente de voir les résultats chez les patients. Mais il y a ce besoin de reconstituer la capacité de transformer l'énergie lumineuse en un signal électrique. Merci. Oui, alors si on parle de... C'est ta peine. Albert. On parle de transformation d'un signal auditif ou lumineux en signal électrique, ça semble quand même plus simple pour l'audition. Pour l'audition, c'est plus simple. Alors que pour la lumière, il y a beaucoup plus de subtilité dans un signal lumineux que dans un signal auditif, qui est simplement une vibration avec une certaine fréquence. Donc, le problème est peut-être possible pour l'audition d'envoyer directement un signal sur quelques neurones. Pour l'optique, c'est plus compliqué. Quel est le nombre il faudrait un nombre considérable de synapses et de neurones pour traduire, pour envoyer un signal lumineux, un signal optique. Oui, tu as entièrement raison. D'ailleurs, si on regarde historiquement, les implants cochléaires ont commencé à peu près au même moment que les premières tentatives sur la vision et ont atteint la maturité, la capacité de traiter des jeunes enfants puis des adultes avec les implants cochléaires beaucoup plus tôt. Alors, le traitement du son, alors, les spécialistes ne sont pas toujours d'accord avec moi, mais c'est la réalité, est beaucoup plus simple que le traitement de la vision. Le traitement de la vision, il y a différents types de contrastes, différents types de traitements. Il y a aussi toute la surface spatiale en fait, qu'il faut traiter. Il y a un contraste spatial, un contraste temporel. Et donc le traitement de l'information sonore est beaucoup plus unique en fait que le traitement de l'information visuelle. Et d'ailleurs pendant longtemps, on pensait que ce ne serait même pas possible. C'est pour ça que j'ai commencé en décrivant la complexité du système, parce qu'on pensait que ce n'était pas possible. Il s'avère que le cerveau a des capacités inouïes de traitement d'une information assez rudimentaire. En fait, on lui fournit une information qui est pour l'instant assez peu performante, et à partir de laquelle les patients, grâce à la rééducation, sont capables d'extraire des informations utiles. Mais on est assez loin de la performance des implants cochléaires encore aujourd'hui. Question dans la salle? Oui. On compare vision et audition. Comment est-ce qu'on peut comparer le nombre de synapses et neurones impliqués dans les deux systèmes, vision et audition? Sans doute beaucoup plus grand, beaucoup plus bas. Oui, beaucoup plus. Je n'ai pas le chiffre exact, mais je sais qu'en général, ce qu'on décrit, c'est qu'à peu près 60%, certains disent 80% du cerveau a des réponses qui sont pilotées par la vision. Et je crois que c'est à peu près un quart de ça pour l'audition. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que chez les aveugles, le système auditif prend une partie des performances, puisqu'en réalité, le traitement de la perception du monde, elle est multimodale. Et la perception de l'espace, les aveugles utilisent les sons pour s'orienter dans l'espace. Ils utilisent aussi le tact. Donc à un moment donné, les sens vont se substituer les uns aux autres. Et donc ce qu'on décrit comme étant piloté par la vision, c'est plutôt le traitement de l'information spatiale. Et il peut être pris en compte par le système auditif quand le système visuel ne fonctionne plus, ou par le système tactile. Par exemple, les aveugles qui lisent le braille, ils ne lisent pas le braille avec le cerveau qui correspond au tact, ils lisent le braille avec le cerveau qui correspond à la vision. Parce que les circuits sont réoccupés par l'autre sensation. Et quand on veut restaurer la sensation, il faut faire attention à ça, parce qu'on va reperturber un équilibre qui avait été construit au cours du temps. Albert, il y a des questions dans la salle, je passe à la personne. Bonjour, je voulais simplement vous demander s'il y a une différence entre la DMNA sèche et la DMNA humide. Oui, il y a une très grosse différence. Je vais peut-être donner un peu d'éléments de contexte. Alors, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, c'est une maladie la plus fréquente aujourd'hui,
qui commence assez tôt dans la vie, hein, c'est vers la cinquantaine souvent, et qui se traduit par l'accumulation d'abord de dépôts dans la rétine. Donc presque tout le monde à partir d'un certain âge a des dépôts dans la rétine, et ça n'est pas grave. C'est pas quelque chose qui est en soi un problème, c'est quand ça commence à impacter sur la vision. Donc il y a un stade qu'on appelle intermédiaire, qui est parfois appelé sec, mais qui est en fait un stade intermédiaire parce que ça peut évoluer d'une façon ou de l'autre. Et ce qu'on appelle, pour être tout à fait pur dans la définition, parce que ça a des implications importantes en termes de traitement, la vraie forme sèche, c'est ce qu'on appelle une forme atrophique, où en fait le tissu va involuer, il n'y aura plus de photorécepteurs, et les vaisseaux qui sont sous la rétine vont aussi s'atrophier. Ça correspond un petit peu à ce que j'ai montré pour la rétinopathie pigmentaire. Cette forme-là n'avait aucun traitement jusqu'à cette année. Et dans la forme dite humide, par contre, il y a, au lieu de perdre des vaisseaux, il y a des nouveaux vaisseaux qui se forment, qui prolifèrent à l'intérieur de la rétine, et qui vont devenir des problèmes par eux-mêmes, puisqu'ils vont saigner, entraîner un œdème. Et un traitement a été découvert donc, il y a maintenant 20 ans, à peu près 20 ans, en 2005. L'essai clinique a été concluant à partir de 2005, avec un traitement qui est aussi utilisé dans certains cancers. C'est pas du tout un cancer, mais pour bloquer la prolifération des vaisseaux, et qui a permis de réduire les œdèmes, réduire les hémorragies, de stabiliser la vision chez à peu près 80% des malades, dans cette forme qu'on appelle la forme humide de la maladie. Mais jusqu'à cette année, et peut-être encore aujourd'hui, sur la forme atrophique, la forme sèche, il n'y avait aucun traitement. Ce qu'on savait simplement, c'est qu'il y avait une forte composante inflammatoire et génétique, puisqu'il y a une très forte prédisposition génétique à la maladie. Et la compréhension de ces phénomènes conduit à la mise au point de traitements qui visent à limiter l'inflammation dans la rétine. Et cette année, il y a 2 de ces traitements qui ont été approuvés aux États-Unis pour ralentir l'évolution de la maladie, mais en n'étant pas encore certain que ces traitements vont avoir un effet sur la vision. Ils vont peut-être avoir un effet sur l'évolution à long terme de la maladie, mais il n'y a pas encore aujourd'hui de preuve que ces traitements vont améliorer la vision des malades. Mais au moins, il y a un certain espoir par rapport à la situation alors que j'ai connue quand j'étais jeune, donc il y a un certain temps, où il n'y avait aucun traitement pour aucune des 2 formes, à part du laser qui était assez destructif. Question là. Est-ce qu'il y a des recherches sur des nerfs optiques artificiels quand la personne n'a plus le nerf optique qui agirait en aval de votre rétine? Alors, en fait, le nerf optique, c'est simplement une émanation des cellules ganglionnaires qui sont dans la rétine, qui vont se projeter sur la partie thalamique, en fait, la partie centrale au niveau du cerveau. Donc, ce qui est possible, et on l'a fait, c'est par exemple d'utiliser l'optogénétique pour aller stimuler directement le thalamus, donc d'aller directement en aval du nerf optique, pour aboutir à des stimulations. Et ça marche pas mal, en fait. Il y a aussi des tentatives, j'ai une collaboratrice qui fait ça, d'implanter des électrodes directement sur cette zone-là. Simplement, c'est une zone qui est toute petite, et donc il faut être extrêmement précis, et c'est peut-être même trop compact pour avoir un effet. Il y a eu aussi des tentatives, en particulier en Belgique, de stimuler le nerf optique restant avec des stimulations électriques. En fait, on a 1,5 million de fibres dans 1 mm de diamètre, ou 1,5 mm de diamètre, et on stimule tout en même temps, donc les sensations sont extrêmement confuses et difficiles à élaborer. Donc l'approche qui nous paraît la plus logique, c'est la régénération du nerf optique, c'est-à-dire le fait de faire repousser les neurones, et on sait que c'est possible. On sait que c'est vraiment possible. Il y a 2 mois, il y avait tout un colloque où j'étais, les gens avaient un vrai groupe de travail là-dessus. Il y a vraiment une volonté. Ça va prendre du temps, c'est très compliqué. J'en parlais tout à l'heure en réponse à une question sur le glaucome, mais on sait que l'enjeu est majeur. En fait, il y a les traumatismes, il y a les tumeurs, il y a le glaucome, il y a énormément de situations où ça vaut la peine. Mais probablement, c'est un peu comme je l'ai décrit avec l'optogénétique, une combinaison d'approches, prothétique, optogénétique et de régénération qui pourrait aider. Dans les prothèses de type caméra, il y a à la fois la caméra, mais aussi l'obligation d'implanter des cellules particulières sur la rétine pour la réception du signal de la caméra. Il faut agir des 2 côtés. Exactement, oui. Exactement. Alors l'avantage de tout ce qui est à l'extérieur, c'est que ça peut évoluer au cours du temps avec tous les progrès qui sont faits par le traitement de l'information. Donc aujourd'hui, par exemple, les malades qu'on avait implantés, le premier malade qu'on avait implanté en France, c'était il y a une quinzaine d'années. On peut améliorer le signal grâce à tous les progrès qui ont été faits sur les caméras et sur le traitement de l'information. Par contre, le nombre d'électrodes qu'on a implanté au départ, il est limité celui-là par ce qui était technologiquement disponible à ce moment-là. C'est pour ça qu'on a essayé d'évoluer vers des prothèses qui soient plus faciles à implanter, éventuellement à remplacer. Mais c'est une combinaison des 2. Et il s'ajoute à ça, et c'est vraiment, j'insiste beaucoup, qu'il faut rééduquer, parce qu'il ne s'agit pas d'une vision normale, il s'agit d'une vision extrêmement
complexe en fait, et le patient il le décrit très bien dans le petit film que j'ai montré. C'est une drôle de vision en fait, c'est une vision. Mais bon, ce qu'il disait aussi, j'ai pas regardé tout le film, c'est qu'il pensait que ses yeux étaient morts et d'un seul coup ses yeux revivent en fait, ils sont capables de refonctionner, mais évidemment pas de façon normale. Question ici. Oui. Merci. Bonsoir professeur. Mon épouse souffre d'une rétinite pigmentaire. Nous avons suivi un protocole à Tübingen, au sud de Stuttgart, avec le professeur Kuhlewein. Malheureusement, nous avons été finalement écartés du protocole pour des problèmes d'œdème, dont vous avez parlé tout à l'heure. Alors ma question est double. La première chose, c'est de savoir si l'œdème est réellement un frein à la prise en charge de la rétinite, d'une part. Et deuxièmement, ayant compris tous les process que vous essayez de mettre en œuvre aujourd'hui, est-ce qu'il existe un traitement réellement efficace qui permet simplement de stopper la dégradation par la rétinite pigmentaire? Alors je commence par la fin de la question. J'ai décrit en fait cette approche qui vient d'entrer en clinique, où on essaye d'agir au stade où les malades ont déjà perdu une bonne partie de leur vision, mais ont encore une vision centrale pour essayer de la préserver. L'avantage en principe de cette approche, et on l'a démontré sur plusieurs modèles animaux, c'est qu'elle est indépendante du gène à l'origine de la maladie, qu'elle pourrait théoriquement stabiliser la maladie. Mais on vient seulement de commencer l'essai clinique, donc la réponse définitive, on ne l'aura que dans un certain temps. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas de complications, c'est déjà une très bonne nouvelle, mais je ne peux pas donner plus de résultats que ça. Alors sur ce qui s'est fait à Tübingen, qui est un très bon centre, il y a plusieurs approches qui ont été proposées. Une, c'était une forme de rétine artificielle qu'ils ont complètement arrêté parce qu'ils avaient des tas de problèmes chirurgicaux, il y avait des câbles, ça mettait 8 heures la chirurgie, ça a été complètement abandonné, cette approche-là. Il y a une approche de stimulation électrique externe qui est utilisée, mais qui n'a jamais fait ses preuves en fait dans toutes les publications, donc celle-là a été abandonnée. Et il y a des approches de thérapie génique pour essayer de corriger, mais qui s'adressent à certains gènes très spécifiques, donc il faut rentrer dans la catégorie du gène, il faut être dans le stade de la maladie. Alors l'œdème, c'est une complication très classique dans la rétine pigmentaire, à peu près un tiers des malades ont un œdème associé. Il y a des traitements pour essayer de réduire l'œdème, il n'y a pas de traitement qui élimine complètement l'œdème. Dans beaucoup de protocoles, ça n'exclut pas les malades, dans certains protocoles, ça exclut les malades. C'est difficile de savoir, dans ce cas précis, quelle mutation c'était, mais bon, j'ai ma petite idée sur la question, mais ça fait partie des éléments. Ce que les gens font dans les essais cliniques, c'est qu'ils essaient d'éliminer tous les facteurs de confusion, tout ce qui va être un élément ajouté qui va empêcher d'interpréter le résultat de l'essai. Donc c'est très difficile pour les patients parce que ça veut dire qu'ils ne peuvent pas bénéficier, mais d'abord on ne sait pas si ça va marcher. Il faut quand même se rappeler qu'un essai clinique, c'est une question posée dont la réponse va arriver plusieurs années plus tard. Et en fait, si on pose mal la question, c'est-à-dire que si l'exemple qui n'est pas forcément très bon, mais quand vous avez par exemple une infection, il y a énormément de bactéries possibles, certaines vont réagir à certains antibiotiques, certaines vont réagir avec d'autres antibiotiques. Si vous traitiez toutes les infections avec les mêmes antibiotiques, vous ne sauriez jamais si ces antibiotiques marchent, parce que vous n'auriez pas exactement posé la question de la bonne façon. Donc dans les essais cliniques, ce qu'on essaye de faire, et là je ne sais pas comment ils ont réfléchi, mais c'est une très bonne équipe de Tübingen, c'est des amis, enfin ils travaillent vraiment très bien, c'est d'essayer d'avoir le protocole le plus pur possible. Alors c'est pur pour eux, c'est pas pur pour vous, parce que ça exclut certains malades, mais c'est la seule façon d'avoir une réponse à la question, sinon ça risque d'aboutir à des données, et ça nous arrive dans certains essais cliniques, on ne sait pas comment analyser les résultats, parce qu'il y a trop de facteurs de confusion. Oui, bonsoir M. Saël. Je voulais savoir, pour la mise en œuvre de la thérapie génique par rapport à l'optogénétique, il y en a peut-être une qui est plus facile que l'autre de mise en œuvre, et je pense que ce n'est pas les mêmes indications d'une part. Et pour la thérapie génique, est-ce que vous utilisez les adénovirus comme vecteurs? Alors, l'optogénétique utilise aussi des vecteurs de thérapie génique, mais au lieu d'administrer des gènes qui sont le gène malade, on administre un gène qui va coder pour la protéine sensible à la lumière. Mais ça utilise aussi des vecteurs. En général, le vecteur qui est utilisé aujourd'hui de façon prédominante, c'est ce qu'on appelle le virus adéno-associé. Donc ce n'est pas l'adénovirus lui-même, parce que l'adénovirus, qui est à l'origine de nombreuses infections, est un vecteur qui entraîne beaucoup d'inflammation et beaucoup de complications. Il a une grosse capacité, donc c'est un gros avantage, mais il a été pratiquement abandonné pour l'instant parce qu'il entraînait trop d'inflammation. Alors que l'adéno-associated virus, c'est un virus qui n'entraîne pas de maladie et qui normalement a peu de réponse inflammatoire, avec comme inconvénient d'avoir une capacité de porter
c'est un gène qui est beaucoup trop petit en fait, donc ça contraint, par exemple dans la maladie de Stargardt, dont on parlait tout à l'heure, ça ne rentre pas dans ce vecteur-là, donc c'est une limitation. Donc on utilise d'autres vecteurs, par exemple les antivirus. Il y a aujourd'hui, les adénovirus reviennent en étant modifiés. Bon, aujourd'hui, la capacité de modifier est tellement importante, ça fait peur à tout le monde, les organismes génétiquement modifiés, mais bon, ça fait aussi partie de l'évolution qui peut permettre éventuellement de rendre un vecteur efficace. Mais il y a aussi d'autres approches qu'on appelle les nanoparticules, qui ne sont pas des vecteurs viraux cette fois-ci, donc qui sont comme des petites boules, si vous voulez, qui vont contenir ce qu'on va administrer. Pour l'instant, ça n'a jamais vraiment bien marché, mais ça reste une approche qui peut être très intéressante. Il y a aussi une autre approche qui est électrique, en fait, on va activer de façon électrique pour faire exprimer des gènes, mais celle-là aussi n'a pas encore donné beaucoup de résultats. D'autres questions? Non. Bien écoutez, je pense que l'on va... Albert en a une. Oui, Albert, vas-y. Je peux y aller? Oui. Bien sûr. Je viens de trouver quelques chiffres. Dans le système visuel, 500 millions de neurones. À peu près, c'est les chiffres que tu as donnés aussi, de même ordre de grandeur. Mais si je compare au nombre total de neurones dans le cerveau, il n'y a pas une différence considérable. Il y a une différence en facteur 1000. Hein. C'est-à-dire que le système de vision est quand même extraordinairement important au point de vue du nombre de neurones dans tout le cerveau, quoi. Un facteur 1000. Quoi. Oui. En fait, ça l'énerve pour beaucoup. Je sais que par exemple, il y a ma collègue Christine Petit qui travaille sur l'audition. Chaque fois que je disais ça l'énervait parce que c'est comme si on était hégémonique, mais on n'y peut rien. La vision occupe 60 à 80% des fonctions du cerveau. Alors d'une façon directe ou indirecte, puisqu'il y a tout ce qu'on appelle les aires associatives. J'ai essayé d'y faire allusion. Il y a tout l'aspect de ce qu'on veut voir et de ce qu'on a décidé de voir. Donc il y a la mémoire, il y a l'interprétation, il y a l'analyse, tout ça c'est piloté par la vision. Ce qu'on appelle la cognition, c'est quelque chose qui est piloté en bonne partie par la vision et pas seulement, mais de façon importante. Oui, c'est vraiment une fonction très importante. D'ailleurs, c'est la partie la mieux comprise du cerveau, le système visuel. Ça ne veut pas dire qu'on comprend tout de loin. Bon, merci beaucoup. Merci infiniment pour cette... Merci pour l'accueil, merci à Albert pour cette invitation qui m'a énormément touché. J'ai immédiatement accepté en dépit du fait que je suis bien un peu loin de Banyuls, mais